Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Oppo AX7. Alors le Oppo AX7, c'est un smartphone qui se veut être milieu de gamme, néanmoins il a énormément de lacunes et je pense que c'est vraiment un coup foiré de la part de Oppo. Je vous en parle tout de suite. Vous le savez, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et posez-moi toutes les questions à propos des smartphones directement dans les commentaires, j'y réponds généralement assez rapidement. Comme d'habitude, je ne vais pas tout de suite commencer par le smartphone, je vais le laisser de côté en attendant, on va directement voir le coffret. Donc rien de particulier, AX7 sur l'avant avec un effet un petit peu arc-en-ciel dans le coloris. Une boîte assez qualitative, assez jolie, il n'y a pas de particularité. Au dos, on retrouve quelques informations bien sûr, donc on voit que c'est une version bleue dual SIM, 4 Go de RAM, 64 Go d'espace de stockage. Donc des informations classiques sur un smartphone vendu aux alentours de 249 € aujourd'hui en France. À l'intérieur du coffret, bien sûr, on retrouve un guide de démarrage rapide ainsi que quelques informations par rapport à la garantie du smartphone. Ces deux livrets sont bien sûr traduits en français. Comme chez la plupart des constructeurs chinois, nous avons également droit à une petite coque de protection translucide souple. Donc c'est toujours intéressant, d'autant plus que sur des produits un peu exotiques comme ça, il n'est pas forcément évident de se fournir en coque de protection. Donc là, Oppo a eu le bon sens de nous en fournir une directement. Et enfin, on retrouve également un bloc chargeur 2 A 10 watts. C'est un smartphone qui, attention, n'est pas équipé d'un port USB type C. Grosse déception pour ma part, j'aurais aimé qu'à plus de 240 € on puisse trouver ça d'origine sur tous les smartphones. Ça n'est pas le cas sur ce Oppo. On retrouve un câble de chargement, alors là comme je vous l'ai dit, c'est du micro USB, c'est assez étonnant, d'autant plus que Oppo nous a habitués à mieux sur la plupart de ses smartphones. Il faudra se contenter d'une connexion en micro USB. Bon point fort néanmoins, Oppo a eu la bonne idée de conserver la prise mini jack 3.5, néanmoins celle-ci n'est pas au rendez-vous qualitativement. Le son est vraiment péchu, ça manque de basse, ça manque de volume et d'espace, c'est un peu dommage, néanmoins vous avez quand même la possibilité de brancher un casque audio, et ça c'est toujours un point fort. Voici donc le Oppo AX7, un smartphone vendu aujourd'hui 249 € dans les grandes enseignes. Alors même si son design est plutôt léché et réussi, et même penche un peu vers le premium, sa fiche technique n'est clairement pas au rendez-vous. Pour commencer, le dos est plutôt joli, donc il y a ce mélange entre une couleur bleue et tout ce qui est détails qui tirent sur le côté doré. Certains trouvent ça un peu cheap, certains trouvent ça un petit peu décalé. Moi je trouve que ça va plutôt bien. Après, Oppo nous ont toujours habitués à ce genre de coloris. Donc au dos, bien sûr, vous retrouvez la sérigraphie Oppo, un lecteur d'empreintes qui fonctionne plutôt bien. Et bien sûr, comme la mode l'impose aujourd'hui, à minima un double module photo. Donc là, vous avez au dos un capteur photo de 13 mégapixels avec une ouverture à f2.2 et un second capteur photo de 2 mégapixels avec une ouverture à f2.4 simplement pour générer un flou d'arrière-plan, pour générer un bokeh autour du sujet pris en photo. Là encore, 13 mégapixels f2.2 en 2019 à plus de 200 €, c'est vraiment pas un gros point fort sur ce smartphone et le rendu photographique n'est vraiment pas au rendez-vous. Et il y a également un flash dual LED juste à côté des doubles capteurs photo. La coque en elle-même est plutôt belle, elle est plutôt réussie, elle est légèrement biseautée pour bien épouser la paume de la main. Donc en termes d'intégration et de finition, c'est plutôt correct. Sur cette tranche, il n'y a rien si ce n'est le bouton de mise sous tension du smartphone. Généralement, les boutons volume sont placés du même côté, là ça n'a pas été fait par Oppo. Sur la tranche du dessous, on retrouve bon point une prise mini jack 3.5, donc même si celle-ci n'est pas qualitativement au rendez-vous, elle a quand même le mérite d'être là et de vous permettre d'écouter de la musique tout en rechargeant votre smartphone. Vous retrouvez ensuite la connexion qui est en micro USB malheureusement, et une grille pour le haut-parleur. Et enfin, sur la tranche opposée, vous trouvez les deux boutons séparés qui permettent de gérer le volume plus et moins, ainsi qu'un tiroir dans lequel vous pouvez mettre deux cartes nano SIM plus une carte micro SD afin d'étendre la mémoire qui, de base, est de 64 Go. Et enfin, sur le dessus, il n'y a strictement rien, ni microphone, ni capteur. On retrouve un bel écran 6,2 pouces, attention néanmoins, c'est de la définition HD+, et oui, on n'est pas en définition Full HD+. En plus de la connexion en micro USB, il faut se contenter d'un affichage en HD, donc ça nous donne une densité de pixels de 271 pixels par pouce. C'est vraiment léger et on passe sous la barrière fatidique des 300 pixels par pouce qui font qu'on arrive à distinguer chaque pixel et la lecture de texte à caractère assez petit est vraiment désagréable et fatigue l'œil très rapidement. Sur le haut de l'écran, dans cette encoche en forme de goutte, la mode l'impose, on retrouve un capteur photo de 16 mégapixels avec une ouverture à f2, là encore ni stabilisation optique ni numérique. Cependant, le rendu photographique est meilleur que sur le capteur principal arrière, donc c'est vraiment un smartphone qui est fait pour un public assez jeune, fan de Snapchat et de selfies en tout genre. La qualité photographique du capteur avant est bien meilleure que celle de l'arrière. L'écran présente également un menton assez prononcé, les bordures ne sont pas vraiment optimisées. Après, dans cette gamme de prix, ça me dérange pas, mais j'aurais vraiment clairement aimé avoir une définition à minima en Full HD pour ce prix.
Donc là, ça n'est pas le cas. HD+, seulement, 720p, 271 pixels par pouce, avec une densité assez faiblarde. En plus d'un affichage en IPS LCD qui n'a pas des contrastes vraiment très intéressants. Donc là, vous voyez bien la présence des bordures qui est assez marquée. Alors rapidement, avant de vous faire un petit tour d'interface qui n'est pas non plus une interface forcément très réussie, je vais vous parler de ses caractéristiques techniques. Donc c'est un smartphone équipé, je vous l'ai dit, d'un écran 6,2 pouces, définition HD+, ça nous donne du 1520 par 720p, ce qui nous fait une densité de 271 pixels par pouce. Donc là, attention, dès lors que vous allez lire des textes ou des articles de presse, vous aurez la capacité visuelle de discerner chaque pixel et ça peut être un peu disgracieux, fatigant. Et surtout, on n'est plus habitué en 2019 à voir les pixels sur un écran de smartphone à plus de 200 €. Là encore, le processeur Snapdragon 450, 4 Go de RAM, un GPU Adreno 506 et 64 Go de stockage. Possibilité d'étendre la mémoire via une carte micro SD en plus du système Dual SIM, donc ça c'est un point fort. Néanmoins, un Snapdragon 450 à 250 € aujourd'hui, c'est un petit peu, entre guillemets, se foutre de la gueule du consommateur. Il y a des processeurs qui ne sont pas forcément plus chers, mais bien plus performants. Ils auraient pu à minima passer sur une série 600. Donc là, vous l'aurez compris, les performances tant en termes graphiques qu'en termes de gestion des grosses applications et du multitâche ne sont pas au rendez-vous. Je m'en suis servi pendant 5 jours et il y a vraiment énormément de ralentissements, énormément de petites latences entre les applications. C'est assez gênant, assez déroutant. D'autant plus que la surcouche ColorOS, qui est en version 5.2, qui tourne en plus sur Android encore en version 8.1, n'est pas super bien optimisée. Je pense que ça bouffe énormément de RAM et il y a pas mal de ralentissements qui sont un peu gênants. On n'a plus l'habitude de vivre ça en 2019. Pour la partie photo, je vous en ai parlé, le capteur arrière 13 mégapixels, ouverture à f2.2, un second module photo de 2 mégapixels avec une ouverture à f2.4 pour générer un flou d'arrière-plan, un bokeh d'arrière-plan autour du sujet pour simuler un petit peu l'aspect d'une grande ouverture sur un capteur plein format ou sur un capteur réflexe. Donc là encore, en termes de rendu photographique, en plein jour, c'est utilisable. Par contre, dès lors qu'il commence à faire un peu sombre, ce n'est même pas la peine d'y penser. Le capteur frontal pour sa part, 16 mégapixels qui se trouve dans la petite encoche avec une ouverture à f2 sans stabilisation ni optique ni numérique, lui, a quand même un rendu un peu plus qualitatif, plus de détails, une balance des blancs mieux gérée, une dynamique de couleur un peu plus agréable. Donc c'est vraiment un smartphone qui est fait pour les gens fans de selfies ou alors le public assez jeune qui partage pas mal de selfies sur Snapchat, Instagram, etc. Sur l'OS, je vous en ai parlé, c'est assez spécifique. ColorOS en version 5.2, Android encore en version 8.1, donc en version Oreo. Il n'y a pas d'information quant à une certaine évolution vers Android 9.0. J'espère qu'au moins Oppo aura la décence de faire évoluer son smartphone jusqu'à Android 9.0. Ça serait pour moi un minimum. Pour ce qui est de l'autonomie, là c'est absolument gigantesque. Une batterie de 4230 mAh. Un temps de charge assez long quand même, 2h30 de 0 à 100%. Néanmoins avec une telle autonomie, facilement 2 jours et demi, c'est quand même un gros point fort de ce smartphone et c'est quasiment le seul point fort de ce smartphone. Je le répète, 4230 mAh, c'est une batterie plus importante que sur un Huawei P30, un P30 Pro ou un S10, etc. Tous ces gros smartphones bien plus chers n'ont pas une batterie aussi costaud. Donc là, vous avez tranquillement de quoi tenir 2 jours et demi en utilisation. Pour ce qui est de la connectivité, là encore, un peu de retard, Bluetooth en version 4.2, il n'y a pas de module NFC. Dual SIM, micro USB, possibilité de mettre une carte micro SD pour étendre la mémoire qui de base est de 64 Go. Et bien sûr, maintien du port mini jack 3.5, ça c'est un point fort, mais attention, en termes de rendu qualité, celui-ci n'est pas forcément au rendez-vous. Bien sûr, pas d'étanchéité sur ce smartphone, donc aucune certification IP. Et gros point faible encore, un dernier gros point faible, c'est que l'écran n'a pas eu de traitement oléophobique. Ça veut dire que la moindre pression de doigt, même si moi je n'ai pas tendance à avoir les doigts très gras, génère une multitude de traces de doigts sur l'écran et il faut systématiquement le nettoyer. Donc il n'y a pas de traitement oléophobique sur ce smartphone. C'est assez surprenant de la part de Oppo. Encore une fois, c'est un détail qui a son importance et qui, cumulé à tous les autres points noirs, en font un smartphone simplement inintéressant. Donc la surcouche ColorOS en version 5.2, donc c'est très coloré, c'est très enfantin. Alors moi j'avais bien aimé sur la version du Oppo Find X parce que déjà le produit était plus premium et beaucoup plus véloce. Et surtout c'est parce que c'était une interface, une surcouche qui changeait, qui était un peu nouvelle dans le paysage des smartphones. Aujourd'hui, on a eu plusieurs versions de différents smartphones Oppo et c'est vrai que cette surcouche commence un peu à saouler. Les icônes sont assez costauds, assez gros, c'est très flashy, très coloré. Ça fait un peu enfantin et surtout, il y a de très gros problèmes de ralentissement, de lag et de compatibilité entre, visiblement,
Android et ColorOS qui font qu'il y a des ralentissements assez insupportables. Sinon, c'est très compréhensible, c'est plutôt bien traduit, il n'y a pas trop de soucis de traduction ou de fonctionnement en tant que tel. Il y a la possibilité bien sûr de naviguer par geste, chose qui est assez intéressante. Vous savez que je suis assez friand de supprimer les boutons de navigation Android. Sur ce smartphone, c'est le cas, ça a été d'ailleurs presque les premiers à mettre en place la navigation par geste. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut saluer. Après, j'espère qu'une mise à jour sera possible afin d'optimiser et de fluidifier un petit peu ce fonctionnement. Néanmoins, un processeur Snapdragon 450 ne pourra pas faire des miracles dans le futur. Donc pour ce qui est des points forts sur ce smartphone, il n'y en a pas énormément. Alors le design, parce que même si les bordures sont assez présentes, le design général est plutôt réussi. La coque arrière, on aime ou on n'aime pas, moi je suis plutôt fan, même si celle-ci, comme l'écran, attire énormément de traces de doigts. L'autonomie est clairement un gros point fort, minimum 2 jours et demi en fonctionnement, je le répète, 4230 mAh de batterie, donc c'est vraiment une batterie qui est énorme. Autre point fort, assez surprenant, ce smartphone est compatible avec la certification Widevine L1, donc ça veut dire que vous pouvez consulter tous les contenus Netflix et toutes les applications de vidéo à la demande en HD ou Full HD, donc ça c'est un point fort. Certains Xiaomi aujourd'hui sont encore en version L3. Encore un point fort, il faut bien en trouver quelques-uns, ce sera le maintien de la prise mini jack 3.5, même si celle-ci n'est pas forcément très qualitative. Et en dernier point fort, ce sera la luminosité et le contraste de cet écran IPS LCD. Même s'il faut se contenter d'une dalle en définition HD+, il faut quand même avouer que le rendu colorimétrique et la luminosité maximale sont vraiment agréables. Pour ce qui est des points faibles, bien sûr, une des performances qui ne sont pas acceptables en 2019, Snapdragon 450, même couplé à 4 Go de RAM, ça ne suffit pas, ça ralentit tout le temps. Le multitâche c'est vraiment très long. Si vous êtes dans une application, genre vous êtes sur Chrome et vous recevez un SMS, vous cliquez sur le SMS, il y a 5, 6, 7 secondes parfois qui passent avant que les deux applications permutent, donc c'est assez gênant. Pas de traitement oléophobique sur l'écran, ça c'est encore quelque chose que je ne peux pas comprendre aujourd'hui, donc ça génère énormément de traces de doigts pour un produit qui est censé être mobile et nous suivre toute la journée. Selon moi, il devrait être protégé au maximum pour rester propre ou au moins utilisable toute la journée, là ça n'est pas le cas. Vous vous réveillez le matin, vous écrivez un SMS et vous pouvez directement nettoyer l'écran. Toutes les 5 minutes, vous pouvez le faire, c'est assez insupportable. La surcouche également, alors même si celle-ci a le mérite de changer un peu, elle est un peu trop colorée, trop invasive, beaucoup trop dense, elle a tendance à ralentir le smartphone. Alors bien sûr, déjà le processeur n'est pas au rendez-vous, mais en plus la surcouche semble être assez lourde, d'autant plus que celui-ci tourne encore sur Android 8.1, ça c'est encore un point faible. Bien sûr, son prix est un point faible, 249 € pour la fiche technique que je vous annonce, écran HD, Snapdragon 450, micro USB, il y a plein de choses qui sont pas acceptables, pas de traitement sur l'écran. Donc là, honnêtement, 250 € pour ça, quand on voit ce que Xiaomi a réussi à nous faire avec le Redmi Note 7, même si j'ai dit un peu de mal dans le sens où celui-ci n'évoluait pas franchement, il n'y a vraiment pas photo entre les deux produits. Celui-ci est à 199 €, celui-ci à 249 €, alors que le Redmi Note 7 est meilleur en tout point. Et enfin, pour finir, le dernier point faible, ce sera bien sûr son rendu photo. Le capteur arrière est bon, certes, en plein jour, comme tous les smartphones depuis l'année 2018. Cependant, dès lors que la lumière commence à manquer, ça devient vraiment bruité, beaucoup de grains sur les photographiques, une perte de dynamique des couleurs, une montée en ISO trop importante qui finalement pixelise et dégrade beaucoup l'image. Donc le rendu du capteur photo arrière est vraiment à revoir, et en plus l'assistance du second capteur qui est là pour générer un flou d'arrière-plan n'est pas forcément précise, donc c'est assez déroutant, c'est un rendu photo qui n'est pas super. Attention par contre, le capteur frontal lui est dans la bonne moyenne des smartphones entrée milieu de gamme, il génère des photos plutôt propres à partager sur les réseaux sociaux. Voilà, vous l'aurez compris, c'est un smartphone qui, selon moi, n'a absolument aucun intérêt, sauf si vous avez la volonté de vous démarquer et d'avoir un smartphone un petit peu plus rare que ce qui est commercialisé habituellement. Son design n'est pas franchement raté, néanmoins le fait qu'il attire des traces de doigts, que ce soit au dos ou sur l'écran, c'est un peu gênant à la longue. Et les ralentissements liés à une fiche technique pas forcément costaud en font un smartphone qui n'est pas agréable à utiliser au quotidien. D'autant plus que cet écran qui n'est que de 6,2 pouces mais avec des bordures assez imposantes en font un smartphone très imposant, pas forcément ergonomique à utiliser. Le tout jumelé à une surcouche pas forcément ergonomique non plus, ça en donne un smartphone qui n'est pas très agréable. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires si vous voulez que je vous parle un peu plus de ce smartphone. Après, c'est un smartphone sur lequel j'ai pas perdu trop de temps parce que j'ai tout de suite vu lors du déballage et de la lecture de sa fiche technique qu'il était dépassé sur plein de points. Mais bien sûr, je répondrai avec plaisir à vos commentaires. On se retrouve prochainement pour d'autres tests. Je vais également recevoir le Samsung A8 en version S, il me semble, prochainement. Donc restez sur le qui-vive, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve très prochainement. À bientôt.